Attention, la lecture qui va suivre contient des scènes de violence et d'horreur, ou encore des propos choquants à connotation injurieuse, ordurière, raciste ou sexuelle. Il s'agit d'une histoire de fiction, j'insiste. Malgré tout, le visionnage ou l'écoute de cette vidéo est donc destiné à un public averti. Je décline toute responsabilité vis-à-vis de l'impact que ça pourrait avoir sur vous. Et si ces propos risquent de vous heurter, merci de quitter cette vidéo dès à présent. Frater Luminis Negri, partie 2, chapitre 2. En cette fin d'après-midi, je comptais aller chez Christophe, afin de rejoindre mes compagnons. Cela faisait une petite semaine que j'avais vécu cette expérience de décorporation, et j'étais tourmenté de questions qui restaient sans réponse. Était-ce cela la transformation tant attendue? Devais-je poursuivre un périple astral jusqu'à ce que je sois en face d'une vérité mystique qui aurait transcendé mon corps? Avais-je réellement vécu tout cela, ou était-ce le fruit d'une introspection, connectée avec une nature enfuie? Merde! J'avais même du mal à comprendre mes propres réflexions. Plus je cogitais et plus mes certitudes vacillaient. Je ne savais pas non plus si je devais en parler aux autres. Partager cette expérience me permettrait d'avoir des avis différents et extérieurs, mais c'était tout de même très intime. Sans oublier que, depuis que je pratiquais avec régularité, j'avais l'impression qu'on m'appréciait de moins en moins. Là encore, je ne savais pas si c'était à cause de moi, parce que mon comportement se modifiait, ou parce que les autres commençaient à me voir comme un fanatique. Décidément, je ne savais pas grand-chose. J'étais tout de même bien résolu à poursuivre et, tout en chinant dans les boutiques de livres d'occasion du centre-ville, je ne pouvais pas m'empêcher de tourner et retourner ces questions dans mon esprit, dans l'espoir de trouver des réponses et prendre les bonnes décisions. Je marchais avec nonchalance d'un magasin à un autre, plongé dans mes réflexions ésotériques, lorsque mon regard fut attiré par les courbes d'une jeune femme. Elle venait de sortir d'une boutique de vêtements de luxe et elle marchait quelques mètres devant moi. Sa chevelure blonde descendait jusqu'aux reins. Elle portait une petite robe moulante de couleur rouge sang et des escarpins à talons qui claquaient sur le trottoir. Elle tortillait des fesses comme un métronome. J'étais hypnotisé par cette démarche. Sans aucune marque disgracieuse de sous-vêtements, sa robe, étirée au maximum, était telle une seconde peau et sculptait chaque détail de son anatomie. À son bras, elle portait 2 paquets et, assorti à la couleur de sa robe, un petit sac à main en cuir. Elle était occupée à farfouiller dedans tout en marchant, lorsqu'elle en fit tomber un trousseau de clés. Elle tenta de s'abaisser, mais sa robe, trop courte, remonta sur ses fesses. Elle tira dessus avec discrétion pour la remettre en place, et elle essaya de s'accroupir, vacilla un instant sur ses escarpins, avant de se raviser de nouveau. C'était hilarant de la voir se démener de la sorte. Non mais quelle blondasse! J'attendais avec impatience qu'elle se mette les fesses à l'air avec ses singeries. Je continuai d'avancer le plus lentement possible pour profiter du spectacle, jusqu'à arriver à sa hauteur. D'un acte charitable, je libérai cette pauvre fille de l'humiliation qu'elle semblait subir. Après l'avoir ramassée, je lui tendis son trousseau de clés. « Merci monsieur, vous êtes gentil. »« Simon !» cria-t-elle d'une voix stridente en sautillant sur place. Je regardai son visage, fin et bien maquillé. Elle me rappelait vaguement quelqu'un, mais pas moyen de mettre un nom dessus. « C'est moi, tu ne me reconnais pas? Anne-Marie! On est allés à l'école ensemble, je t'ai reconnue tout de suite, dit-elle surexcitée. Tu n'as pas changé. Comment diable était-ce possible? Anne-Marie. C'était bien elle. Mon cœur battit la chamade en me souvenant de ce premier amour à sens unique. Anne-Marie, quelle surprise! En me souvenant de son attitude de profiteuse, elle qui avait utilisé mes sentiments afin d'obtenir ce qu'elle voulait. Et que deviens-tu? Tu es resplendissante. En me souvenant de la méthode sournoise qu'elle avait utilisée pour voler mon Walkman. Oh, eh bien, je viens de me marier avec un homme d'affaires, il est en voyage à Hong Kong. Regarde, dit-elle en sortant une photo de son petit sac. Sur le cliché, elle était en compagnie d'un vieillard en costume. Je l'avais vu réprimer un petit sourire moqueur au son de ma voix qui zozotait. J'avais tout compris. Elle devait sans doute agir avec cet homme comme elle l'avait fait avec moi, usant de ses charmes pour profiter de la fortune d'un autre. Comment une aussi belle femme de mon âge pouvait aimer un vieux crouton de 60 ans, autrement que pour son portefeuille? La question ne se posait pas. Malgré ce qu'on peut en dire, il y a des limites à l'amour tout de même.
Tu te souviens comme on était proches? Moi, je suis mannequin, tu m'en diras tant. Je fais des défilés, je gagne assez bien ma vie. Tu fais la pute de luxe plutôt. D'ailleurs, je viens d'aller acheter ce sac Vuitton. C'est pas le modèle de cette année. On s'en fout. Mais je l'ai eu pour un bon prix. Rien à branler de ton sac. Bon, ça n'a rien à voir avec le cadeau de mon mari, mais ferme ta gueule, merde. Tu l'as vu? La Porsche décapotable, juste là, c'est un modèle importé d'Allemagne, tu sais. Ah oui, c'est à toi? C'est chouette ça, crève salope. Et toi, que deviens-tu, Simon? Tu n'as vraiment pas changé? T'es sûr de ça, putain de profiteuse? Je poursuis des études supérieures en commerce international. Peut-être que ton mari pourra me pistonner un jour, qui sait? Et j'en profiterai pour t'en mettre un grand coup dans le cul. Et tu es avec quelqu'un? Tu es marié? T'as vu ma gueule? J'ai une tête à être marié, espèce d'abruti. Eh non, encore célibataire, dis-je en me forçant à sourire. Ne désespère pas, je suis certaine que tu trouveras un jour quelqu'un qui te correspondra. Retenez-moi, quelqu'un, vite, avant que je ne me mette à gauche. J'ai été contente de te revoir, mais je dois partir, j'ai des choses à faire. Ouais, t'as raison, dégage. À une prochaine fois, peut-être. Ou pas. Oui, moi aussi, j'ai été content de te revoir. Porte-toi bien. Bouffe ton putain de sac et étouffe-toi avec Poufias. Et à une prochaine, conclus-je. Je la regardai monter dans sa Porsche, garée à quelques mètres. Elle s'empressa de la décapoter pour pouvoir se pavaner. Comme je la haïssais. Elle démarra en faisant vrombir le moteur. Je n'aimais pas les automobiles, mais rouler dans un engin pareil devait être agréable. On sentait que la machine était très luxueuse, en plus d'être puissante. Le monde est injuste et récompense les crapules, pensai-je tout à coup, poignardé d'une douleur de jalousie intense dans la poitrine. Une vingtaine de mètres plus loin, un atroce crissement de frein se fit entendre, suivi d'une déflagration sourde et mate, bruit caractéristique d'une collision. Un autre conducteur, un homme âgé dans un vieux break Volvo qui arrivait perpendiculairement, n'avait pas vu le feu au rouge. Je vis le corps d'Anne-Marie culbuter par-dessus sa voiture décapotée, ainsi qu'au-dessus de la Volvo qui venait de la percuter de plein fouet sur le côté. Tel un mannequin de crash test éjecté en l'air, désarticulée, elle retomba sur le sol dans un bruit d'os brisé. La couleur de sa robe était à présent assortie à la mare de sang dans laquelle elle gisait. Personne ne pouvait survivre à un choc pareil. Fouillant cette scène sans attendre, je m'empressai d'aller boire un verre de whisky au premier bar sur mon chemin. Il fallait que je fête l'union toute récente d'Anne-Marie et de son richissime homme d'affaires. Face à mon propre reflet dans le double vitrage de la taverne, dans une attitude théâtrale, je ne pus m'empêcher de lever mon verre avec une certaine satisfaction. Vive les jeunes mariés! En ce samedi, 16h39, il y avait une justice, mais celle-ci n'était pas divine. Dieu était trop occupé à pourrir l'existence des gens respectables et humbles pour se soucier d'autre chose. Cette justice émanait de la lumière noire, de l'antre sombre et sanguinolent qui pulsait et grossissait au fond de mon être. Je sirotais ce whisky on the rocks dans cette taverne d'un quartier bien fréquenté. Une petite musique de jazz baignait les lieux en continu. Cela créait une atmosphère paisible. J'observais les clients et leur bavardage anodin, parfois seuls dans des tentatives de drague polie, parfois en couple dans un partage complice. Décontracté, j'avais envie de rester et profiter de ces mélodies au saxophone. Pour une fois que je ressentais un peu de paix intérieure, j'aurais aimé que cela persiste toute la soirée. Au lieu de cela, je pris mon veston et je sortis. Ce n'était pas en écoutant de la musique toute la journée que je trouverais des réponses et que les choses évolueraient. Il était temps d'aller retrouver mes compagnons à la boutique et de discuter d'un plan de bataille pour ma progression. À un pas cadencé, je mis un petit quart d'heure pour me rendre chez Christophe. Il se préparait à verrouiller la porte d'entrée lorsqu'il m'aperçut. « Ah, salut Golgotha, rentre. Les autres ne sont pas encore là. Ça fait un moment qu'on ne t'a pas vu, dit-il. Salut Toff. Oui, j'étais fort occupé. J'en parlerai quand les autres seront arrivés, répliquai-je en allant m'installer dans la pièce du fond. Tant que j'y pense, Satanakia ne viendra plus. Il s'est trouvé une compagne et il n'a plus de temps pour nos réunions, me lança-t-il du bout du magasin. Si c'est comme la dernière fois, on le reverra dans 3 semaines et il nous promettra que plus jamais il ne laissera une femme s'interposer entre lui et l'ésotérisme. Sans doute,
Enfin, j'ai fait la commission. Je reste près de la porte. Il y a Orphée et les autres qui sont là-bas. Ils sont entrés chez le Paki. Ils étaient juste derrière toi. Bizarre qu'ils ne t'aient pas appelé. Bah, je n'ai peut-être pas entendu. Tu sais, quand je suis dans mes pensées, un tram pourrait me passer dessus. Je ne m'en rendrai pas compte. Cette parole me remémora que je venais d'être témoin d'un accident mortel. Il y avait moins de 2 heures de cela. En parlant de tram, ça n'a rien à voir, mais je viens de voir un mort. Enfin, une morte. Allez, raconte, c'était quand, où, comment m'assaillit Christophe. Je raconterai tout à l'heure, sinon je risque de devoir répéter 20 fois. 2 minutes plus tard, le tintement de la clochette se fit entendre lorsque Christophe ouvrit la porte aux autres. Dans un brouhaha de salutations et de conversations, il faisait à eux 6 autant de bruit qu'une meute de femmes à une soirée Chippendales. La table de voyance fut poussée plus loin et des chaises furent disposées en cercle. Une fois tout le monde installé, nous commençâmes les débats. Golgotha, quel plaisir de te revoir, fit Orphée qui agissait en leader comme à son habitude. Le plaisir est réciproque, cher ami, mais dorénavant appelez-moi Frater Luminis Negri, ou Frère Lumière Noire, ou encore FLN si vous voulez plus court, rétorquai-je. C'est original, intervint Lupus, qui cherchait encore quelle chaise il allait prendre. Il y a une raison particulière à ce changement ? Oui, bien sûr, ce nom m'a été transmis, fis-je. Bon, ce n'est pas tout ça. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? Interrogea Christophe en me coupant toute envie de raconter les circonstances de cette transmission. Les convives scrutèrent Orphée du regard. Celui-ci demeurait silencieux. Sans l'intervention du meneur, l'assemblée semblait tout à coup bien moins inspirée. Magnusor, le moins instruit de notre groupe, tenta de manifester son avis avec timidité. On pourrait parler du petit Albert, par exemple. C'est nul, répondit Lupus. Ouais, c'est nul, enchaîna Vorkish, suivi par Ketza. Et si on parlait des secrets des Templiers, poursuivit Ketza. Non, c'est encore pire, répliqua Vorkish. Et puis d'abord, depuis le temps que j'aimerais qu'on discute du Necronomicon, ça pourrait être intéressant. Bon, mettez-vous d'accord, les gars, hein. Sinon on n'aura pas le temps de parler de quoi que ce soit, interrompit Christophe. Avant même que cela commence, j'étais là de ces discussions qui s'annonçaient stériles. Il fallait que je passe la vitesse supérieure. Je l'ai fait, dis-je d'une voix forte qui coupa ce babillage en cours. En attente de réaction pour poursuivre, je regardais mes compagnons tour à tour en répétant, les sourcils relevés. Je l'ai fait. Et tu as fait quoi ? Demanda Orphée, irrité que je m'impose de la sorte. La version démoniaque du rite d'Abramelin que Vorkish avait apporté il y a quelques semaines. Je l'ai préparé pendant 1 mois selon les recommandations du grimoire, et je l'ai réalisé samedi dernier. Waouh ! Fit Magnusor spontané. Il s'est passé quoi ? Ouais, ça ressemblait à du grand nawak, ce rituel. Il s'est passé quelque chose, réellement ? Fit Lupus. Oui, il s'est passé plein de choses. Je ne rentrerai pas dans les détails des résultats, qui restent décevants à mon goût, mais j'ai eu des preuves à plusieurs reprises de la présence d'entités autour de moi. C'est à la suite de ce rituel que j'ai décidé de changer de nom. Ah, ok, c'est bien. Et ça t'a apporté quelque chose de concret ? Dit Orphée avec une pointe d'ironie. Bien plus que pendant nos conversations inutiles, rétorquai-je l'œil mauvais. Mais bon, sans en faire l'expérience toi-même, tu peux pas comprendre. Je vous le dis, on se réunit depuis pas mal de temps. Certains considèrent nos réunions comme un club de lecture peut-être, ou une distraction en attendant d'avoir une nana à baiser le samedi soir, mais pour moi, c'est du sérieux. La théorie, c'est bien, utile et tout, je suis d'ailleurs parmi les premiers à être ravi de la tournure de certains de nos débats, mais sans la pratique, ça se résume à de la branlette mentale et ça ne sert pas à grand-chose. Alors, à la place de discuter bouquins, est-ce que, pour une fois, on ne pourrait pas discuter des possibilités de pratiquer ensemble ? Orphée, je sais que tu n'es pas très emballé par l'expérimentation, mais vous, Lupus, Vorkish, Ketza, Magnu, et toi, Toph, je ne vous ai jamais entendu discuter de vos rituels. Je ne sais même pas si vous en réalisez ou si ça vous intéresse. Vous en pensez quoi ? Interrogeai-je en faisant le tour de l'assemblée du regard. S'ensuivit un débat sur la pertinence de pratiquer les sciences secrètes qui se théorisa, se rallongea,
s'intellectualisa, ça redevenait insipide. J'y décelais surtout de la peur et de la compétence. Une bande de froussards, quoi. Allez, quoi, Christophe, dis-je pour briser ces palabres inutiles. Tu tires les cartes pour tes clients, tu fais des séances de médiumnité, tu n'as rien pratiqué d'autre. Il fixait un point vague devant lui sans oser me regarder. Je passais au suivant. Vourkish, tu nous apportes des pratiques qui sortent de nulle part, pire qu'un magicien qui fait apparaître des lapins hors d'un chapeau. Ne me dis pas que tu n'as jamais réalisé un seul de ces rituels, ou que tu n'as jamais voulu essayer d'en faire un. J'observai ce dernier. Je n'obtins pas plus de réaction de sa part. Lupus, depuis le temps que tu casses les pieds à tout le monde avec tes histoires de loup-garou qui coulent dans tes veines, tu n'as jamais essayé d'explorer des pratiques qui te permettraient de développer le potentiel que tu crois posséder? Merde, quoi! Ça ne vous intéresse pas de vous sentir comme des dieux, de contrôler les choses, d'avoir du pouvoir et de l'emprise sur le monde? Vous n'êtes pas frustré d'étudier et de lire autant de savoirs extraordinaires, mais de ne pas oser les utiliser? Magnusor, tu as l'air investi, même si tu ne parles pas beaucoup. Ça ne te dit pas de tenter des évocations d'entités ou de réveiller les puissances invisibles? Je m'évertuais à secouer mes compagnons, à leur donner l'étincelle qui allumerait cette envie de travailler ensemble sur un projet magique. À la place de cela, ils restaient impassibles, les yeux écarquillés, la bouche à moitié ouverte, plus silencieux et immobiles que des comateux tétraplégiques. Ouh, réveillez-vous! Répondez-moi au moins! Le problème, frater le Minus Negro, c'est que nous n'avons pas envie d'être embarqués dans des histoires de fous, intervint enfin Orphée. Nos petites réunions nous plaisent telles qu'elles sont et on n'a pas envie que ça change. Ce n'est pas avec nous que tu auras la possibilité de pratiquer en groupe, et je pense parler au nom de tous en disant que, depuis un moment, tu nous fais peur tellement tu sembles dérailler. Tu es en train de franchir la frontière entre la fiction et la réalité, et ça nous plaît de moins en moins. Ça vous plaît de moins en moins ou ça te plaît de moins en moins? L'interrogeai-je, le regard dirigé vers les autres. Ils étaient tous gênés et mal à l'aise, les yeux baissés. Pour qu'Orphée réagisse de cette manière et parle pour tout le monde, c'est qu'ils en avaient déjà discuté entre eux. Et toi, Christophe, tu es quand même le patron ici. Tu es d'accord aussi avec le fait que je déraille et que je veux vous entraîner dans des histoires de fous? Tu penses que j'invente toutes mes expériences? Ah, tu sais, moi, je pense pas grand-chose, hein. Je veux juste qu'on passe un bon moment entre nous le samedi soir. Pratiquer, c'est pas tellement mon truc. Même la voyance, bien souvent je dis n'importe quoi et les gens ne s'en rendent pas compte, répondit-il penaud. Ouais, je vois. Donc, en gros, je suis de trop. Non, bien sûr que non, minauda Orphée. Mais tes désirs de pratique de groupe et d'expérimentation, ça ne nous intéresse pas. Si c'est ça que tu cherches, tu vas t'ennuyer de plus en plus si tu restes avec nous. Ouais, c'est juste une manière correcte de dire que mes envies et mon avis ne comptent pas. Ne vous fatiguez pas, je vais vous laisser entre vous et ne plus perturber vos conversations si riches et intellectuelles, dis-je en me levant. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et une dernière chose. Tu as raison, Orphée, il y a de quoi avoir peur. Tout à l'heure, j'ai croisé une amie de l'école élémentaire qui m'avait joué un sale tour à l'époque. Elle est morte au coin de la rue, juste après notre rencontre, écrasée comme une merde de chien. Tu sais quoi? Je voulais me venger d'elle. C'est moi qui ai provoqué cet accident, j'en suis sûr. Et, vu ce que je ressens en ce moment, il est peut-être plus prudent pour vous que je m'en aille. Je me dirigeai vers la porte du magasin, suivi par Christophe. Juste avant de la déverrouiller pour me laisser sortir, il stoppa net. « C'est vrai que c'est toi qui l'as tuée, ta copine ?» demanda-t-il avec discrétion. J'en ai pas la preuve, mais j'en avais le désir et ça me semble difficile de croire à une coïncidence. Plus difficile que de croire à des pouvoirs mystiques suite à mes pratiques. Oui, c'est possible, même si, je te le dis avec franchise, j'ai tout de même du mal à l'avaler. Enfin, tu es toujours le bienvenu ici, hein, d'accord? C'est pas la peine que tu te fâches contre moi, je n'ai rien fait, hein. Enfin, tu comprends, quoi. C'est dommage que ça se passe ainsi, dit-il obséquieusement. C'est toute l'histoire de ma vie, que veux-tu? Allez, ouvre-moi, j'ai envie de partir. Sur le pas de la porte,
Il me rappela juste avant que je sois hors de portée de sa voix. Pendant que tu expliquais tes motivations, j'ai repensé à quelque chose qui pourrait t'intéresser. Écoute, j'ai un concurrent qui tient un commerce à Bruxelles Centre, la librairie Iris. Je sais qu'il est en contact avec des gars pas très clairs, des groupes occultes et d'autres. Je ne sais pas ce que ça vaut comme information, hein. Bah, tu sais comment ça va dans ce milieu, on en fait toujours des caisses pour rien, mais tu peux tout de même aller y faire un tour, on ne sait jamais. Il me fit un clin d'œil mal assuré. On verra. Merci pour l'information et bon dimanche, terminai-je avant de tourner les talons. Voilà. Observant le paysage urbain d'une nuit sans lune, éclairé de quelques ampoules jaunâtres, j'étais à nouveau seul. Je marchais dans de sinistres ruelles sales pour rejoindre l'arrêt de bus. J'entendis quelques rires et des pas au loin, provenant des fêtards taciturnes. Je reprenais conscience de cette solitude qui pesait dans ma vie, de cette marginalité au sein même des marginaux. Chaque pas que je faisais résonnait sur le sol. Il produisait un écho qui rebondissait de pavé en pavé jusqu'au bout du monde. Je ne voyais qu'un désert d'exil où les seuls regards intéressés que je croisais provenaient des reflets de mon visage sur les vitrines des boutiques closes. Mon amante nocturne me manquait.